Bonsoir tout le monde. Souja, capitale de la douleur. J'ai pris le nom du recueil de Paul Éluard parce que ça m'a semblé assez apte à la situation. C'est malheureusement très triste. Vous avez dû voir tourner cette vidéo où on voit un soldat yakoute au corps à corps avec un soldat ukrainien, un brave soldat ukrainien, le père de famille, pas l'espèce de fils de pute qui se paye des Rolls-Royce à Monaco ou des villas en Égypte, mais le bon père de famille ukrainien qui pense qu'il défend son pays et ses intérêts et qui est prêt à mourir pour lui et qui va pas toucher un centime. Et qui a sans doute été embarqué de force dans un bus. Bref, on voit cette scène au corps à corps où ce soldat yakoute l'ouvre au poignard cranté, alors il s'est bien défendu, le type, il lui a arraché l'oreille à coups de dents. Et pendant qu'il est en train de mourir, il demande au soldat yakoute laisse-moi mourir tranquille, t'as été le meilleur soldat du monde, lui dit-il. Et à la fin, malheureusement, procédure oblige, le soldat yakoute, si ma mémoire est bonne, lui met une balle dans la nuque. Bon, la guerre, c'est ça, hein, que tous les pauvres connards de plateau qui nous parlent de la guerre en rigolant comprennent que ça ressemble à ça. Et ceci expliquant cela, eh ben, on a un taux de désertion qui est le plus élevé aujourd'hui de l'histoire de la guerre ukrainienne. Côté ukrainien, autant les Russes n'ont aucun problème à recruter, il faut dire, ils y mettent le prix, hein, jusqu'à 50 000 $ maintenant pour un recrutement, pour un engagement volontaire dans l'armée russe, pour aller se battre en Ukraine. Mais donc, en fait, on a eu plus de désertion dans les 8 derniers mois que dans la totalité du reste de la guerre côté ukrainien. Et la fameuse brigade Anne de Kiev, comme d'hab, un énième plan com, elle est déjà complètement vide, puisque d'entrée de jeu, donc une brigade, hein, c'est autour de 3 000 à 5 000 personnes. Avant même d'avoir été déployée, elle avait perdu 1 700 personnes. 1 700 personnes avaient déserté, au point que l'armée ukrainienne a dépénalisé la désertion. En gros, pour encourager les gens à rester et à revenir. Alors que tout de même, je pense que la majorité des Ukrainiens a parfaitement compris que leur exécutif est complètement fêlé. Et moi, j'en viens à me demander vraiment si les cinglés du sous-sol n'avaient pas un compte à régler avec les Cosaques et se sont pas dit on va créer une extermination de Cosaques, quoi. On va mettre Cosaque A contre Cosaque B. On va les amener à s'entretuer à très grande échelle. Et j'ai l'impression que la seule chose qui a contrarié leur plan, finalement, c'était les drones. Parce que les drones, ça empêche les fortes concentrations de troupes. Donc, au lieu d'avoir 10 millions de morts et blessés, comme on aurait pu l'avoir sur ce type de guerre de haute intensité, on n'en a eu que, entre guillemets, moins d'1 million de morts et blessés, ce qui est horrible. Mais c'est quand même logarithmiquement inférieur à en base 10 fois moins. Et voilà, moi j'en finis par arriver à cette conclusion-là, qu'il y avait des gens rancuniers qui se sont dit on va faire un énorme massacre de Cosaques. Tout ça pour vous dire, en fait, concrètement, que les alliés de l'Ukraine sont leurs pires ennemis, quoi. Il y a personne qui veut plus de mal à l'Ukraine que ses alliés, honnêtement, que les gars qui déclaraient de ses alliés. Parce que pour envoyer comme ça la fine fleur de la jeunesse ukrainienne se faire buter à Souja pour rien, il n'y a rien à Souja, il n'y a plus l'opportunité d'aller à Koursk, il n'y a plus aucune raison diplomatique, politique de rester à Souja, à part cette espèce de cache-misère pour dire regardez, on fait des trucs, mais il n'y a rien à gagner. Par contre, il y a des vies à perdre. Et donc, je suis avec Charles d'Anjou. Alors, le dernier numéro d'Omerta, il est partout sur les kiosques à Paris. Votre serviteur y a commis un article sur l'affaire des pédophiles de la RTS. Je vous encourage à le lire. Vous avez également Amélie Smiley, qui était reçue hier, qui a commis un article exceptionnel sur le laxisme concernant la pédocriminalité en Suisse. Et oui, parce qu'il n'y a pas qu'en Belgique. Et donc, vous avez bien sûr un anti-woke. Anti-woke, hein, c'est le bon moment d'en parler, parce que vous avez vu que le wokisme dans les pompiers de Los Angeles a l'air d'être devenu une religion. Et de façon prophétique, Omerta avait déjà décidé de se payer le wokisme dans ce numéro. Donc, je vous conseille de l'acquérir en kiosque. On est vraiment sur une très très belle publication. Puis Omerta, c'est de la très belle photo. J'insiste pour dire que je touche pas un centime. Je suis pas là pour faire la pub d'Omerta pour faire la pub. Je les aime bien. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et on est vraiment sur un truc du niveau de Paris Match, ce qui n'est pas du tout un hasard puisque Régis était un ancien de Paris Match. Voilà, Charles d'Anjou, on est ravi de t'avoir à nouveau dans l'émission. Tu es en
en direct de l'oblast de Koursk. Alors, fais-nous part un peu des changements de perspective, de situation. Ça fait un certain nombre de fois que tu es dans l'oblast. Qu'est-ce qui a changé et tragiquement, qu'est-ce qui n'a pas changé déjà? Alors bonsoir Idriss, merci de l'invitation et de ta participation au dernier numéro du magazine Omerta d'ailleurs, qui est très précieuse et on pousse dans le même sens, donc c'est une très bonne chose et toute l'équipe d'Omerta te remercie de tes participations. Effectivement, alors l'oblast de Koursk, c'est une région qu'on commence à bien connaître chez Omerta puisque c'est le troisième déplacement qu'on fait. On a commencé au mois d'octobre pour suivre un peu la contre-offensive russe qui visait à réduire, réduire la part de territoire prise par l'armée ukrainienne. Mmh. Et puis, on y est retourné là pour suivre une unité avec Régis, pour suivre une unité de dronistes français qui combattent du côté de l'armée russe et qui sont là eh bien, à proximité de Soudzha, puisqu'ils sont à peine à une dizaine de kilomètres, et eux, ils sont euh, vraiment sur le front de l'actualité en ce moment, puisque le 5 janvier dernier, eh bien, l'armée ukrainienne a mené une contre-attaque avec des moyens assez limités, en fait, et cette initiative s'apparente plutôt à un coup de com'. Je pense qu'on va y revenir. Bon, ce qu'on observe quand même depuis le mois de septembre, c'est que d'abord le temps 1, c'est que les Russes ont été surpris par l'offensive ukrainienne qui n'a pu être préparée, puisqu'elle a été un vrai succès, qu'avec les moyens de pays de l'OTAN, notamment les moyens de renseignement satellitaire. Et pour opérer les satellites, évidemment, c'est du personnel de l'OTAN, c'est du personnel des pays occidentaux, puisque les Ukrainiens n'ont pas Mmh. accès à l'usage des satellites. Donc, ils ont reçu une aide matérielle, évidemment. Ils ont engagé beaucoup de soldats de très bonnes brigades formées par les pays occidentaux. Ils ont engagé beaucoup de matériel très récent, notamment des blindés d'infanterie ou des blindés lourds. Et puis ils ont su exploiter ce renseignement sans lequel il aurait été tout simplement impossible de préparer le plan. Il faut quand même comprendre que pour mener une offensive telle que celle qu'ils ont menée au mois d'août, c'est des mois et des mois de préparation. Parce qu'il Mmh. faut non seulement savoir où percer les lignes, identifier les cibles, mais aussi pouvoir amasser les ressources humaines formés, préparés à ce terrain et les moyens techniques, la logistique, l'approvisionnement, puisque l'objectif n'était pas seulement d'entrer dans la région de Koursk. L'objectif était de créer une poche et de pouvoir la tenir. Et donc, il fallait des moyens logistiques énormes, planifiés sur plusieurs mois pour pouvoir approvisionner les troupes qui, une fois entrées, commenceraient à s'enterrer et à créer des réseaux de défense, etc. Le seul hic au mois d'août pour les Ukrainiens, c'est que vraisemblablement, puisque tu l'as dit, la ville de Soudzha n'a aucun intérêt stratégique particulier, en dehors d'être un petit nœud gazier, parce qu'en gros, il y a une station technique qui permet, qui est la dernière station technique qui envoie pour le gazoduc reliant la Russie et l'Ukraine. C'est le dernier, en gros, terminal gazier, station gazière avant l'Ukraine. Mmh. En dehors de ça, ça n'a strictement aucun intérêt. Par contre, au nord-ouest de Soudzha, là, il y avait une cible qui vraisemblablement était prioritaire pour les Ukrainiens. C'était la centrale atomique de Kourtchatov, Mmh mh. qui est l'équivalent de celle de Tchernobyl, c'est la même génération. Sauf que les Ukrainiens n'ont pas pu l'atteindre et que ils ont certes pris une poche territoriale qui leur donne je dirais, une carte politique, une carte communicationnelle dans cette guerre, mais ils n'ont pas d'objectif stratégique qui leur permette de faire un chantage plus fort. Mmh. Ceci étant, lors de notre premier voyage avec Aïcha Missi et Abdullah Djedia à Koursk, eh bien, on a pu voir
chez des habitants de la banlieue de Koursk, à peine 15 kilomètres du centre-ville de Koursk, que sur des caméras de vidéosurveillance, des habitants qu'on a rencontrés, eh bien, on voyait de très petites unités, de reconnaissance ukrainienne. Ce qui veut dire que ces unités, qui sont entraînées, qui sont formées pour aller très loin dans la profondeur pour faire de la reconnaissance et du sabotage, eh bien, étaient arrivées quasiment en banlieue de Koursk. Mmh mh, mmh. Donc c'est quand même une belle opération ukrainienne. Ceci étant, les Russes, au mois d'août, ont réagi avec ce qu'ils pouvaient mettre, avec ce dont ils avaient à disposition. C'est-à-dire dans un premier temps, des troupes, qui étaient plutôt en réserve, beaucoup de conscrits, et qui ont de l'avis des Russes, puisque ce sont des troupes qui sont pas expérimentées, sont arrivés, ont été jetés dans la fournaise de Soudja notamment, et qui ont quand même permis, avec des pertes, conséquentes, mais qui ont permis de gagner du temps, de stopper, de freiner l'armée ukrainienne et de laisser 48 heures pour, aux unités spéciales, notamment un certain nombre d'unités qui venaient du Donbass et qui ont été rapatriées en 24 heures sur le front de Koursk, et là qui leur ont permis de qui ont permis à ces unités spéciales de venir renforcer et de venir, bloquer définitivement, l'offensive ukrainienne. Ça, c'était au mois d'août et au mois de septembre. Donc perte importante évidemment des 2 côtés. À Soudja, il faut souligner, on a rencontré beaucoup de réfugiés, que les gens étaient à Soudja, nous ont dit qu'ils étaient habitués au bombardement puisque la frontière ukrainienne est toute proche, donc depuis le début de la guerre, il y avait des échanges d'artillerie et cetera. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand le bombardement, d'artillerie, s'est déclenché à 4 heures du matin, au départ, ils pensaient que c'était comme d'habitude, mais que c'était un peu plus intense, et puis, au bout de 30 minutes, d'une heure, lorsqu'ils se sont rendus compte que ça tombait vraiment partout dans la ville, là, ils ont compris qu'il se passait quelque chose, et pour beaucoup d'entre eux, alors beaucoup d'entre eux ont réussi à fuir, beaucoup d'entre eux sont morts aussi, et certains aussi sont restés dans les caves et sont restés à Soudja. Voilà. Ça, c'était au mois de septembre, et puis ensuite, alors il a fallu évidemment un temps d'adaptation aux Russes puisqu'ils ont réagi dans l'urgence pour bloquer les Ukrainiens, mais ils n'avaient pas encore, au mois de septembre, les unités nécessaires pour mettre la pression sur l'armée ukrainienne et commencer à la faire reculer. Donc ça a démarré, début octobre, au moment où nous y étions, et là effectivement, les Russes ont commencé à mettre le paquet. Donc ils ont, envoyé un certain nombre d'unités blindées, de moyens d'infanterie, spécialisés, et puis aussi, évidemment beaucoup d'unités de drones, beaucoup de drones, puisque quand les Ukrainiens arrivent, finalement, il y a pas c'est pas une région qui est considérée comme prioritaire, Mmh. et la conclusion immédiate pour les Russes d'ailleurs de cette offensive du mois d'août, puisqu'ils ont été peut-être un peu trop confiants, c'est que toute cette frontière avec l'Ukraine jusqu'à la Biélorussie, ils ont entrepris de la fortifier, mais vraiment, c'est-à-dire jusqu'à Briansk en fait. Comme jamais ils l'ont fortifié, puisqu'ils se sont aperçus que du côté de Briansk, donc plus à l'ouest de Koursk, à la limite à la frontière quasiment avec la Biélorussie, et bien que les Ukrainiens commençaient aussi, à renforcer leurs dispositifs, à créer de petites bases logistiques et à envoyer de plus en plus de monde, de la reconnaissance, des moyens de ce qu'ils appellent les DRG, c'est-à-dire des moyens de reconnaissance et de sabotage. Ce qui veut dire que les Ukrainiens étaient ou sont, on ne sait pas encore vraiment, potentiellement, intéressés pour, créer un nouvel abcès côté russe dans Mmh. cette région de Briansk, qui est toute proche. Voilà, donc les Russes, quand on y était aussi là, ils ont fortifié, toute cette ligne jusqu'à la Biélorussie, c'est vraiment impressionnant. Tu as des bunkers dans les forêts qui font 10 mètres de hauteur, 7 mètres de hauteur sous plafond, donc tu rajoutes les rondins, l'épaisseur de fortification au-dessus, tu rajoutes 3 mètres, donc ça fait 10 mètres de profondeur. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas juste, ce sont des positions qui sont faites, non seulement pour protéger la frontière en ce moment, mais vraisemblablement qui sont appelées à durer dans le temps et sur des mois, voire des années. Là, les Russes plaisantent pas du tout, ils vont vraiment,
blinder un maximum, toute cette zone frontalière. Voilà et puis, effectivement, au fur et à mesure et c'est ce qu'on a vu avec Régis, heu, dans la région alors là, plus particulièrement dans la région de Soudzha, puisque la région du premier reportage, c'est plutôt Kourtchatov, donc c'est plutôt au nord-ouest. Là, Soudzha, on est plutôt au sud-est de la carte et bien là, effectivement, là, c'est la guerre, c'est une guerre d'attrition et ce qu'on remarque, c'est que, les Russes sont pas très pressés d'ailleurs. Tu vois pas d'énormes moyens, d'énormes colonnes de c'est vraiment, la guerre qu'ils mènent sur le reste du front, c'est-à-dire, du ciblage, et faire l'économie des moyens et des hommes. Les moyens, ils en ont, hein, les drones, peut-être qu'on y reviendra, mais nous, l'unité dans laquelle on était, c'était des dizaines et des dizaines de drones stockés. Il y a absolument pas enfin, il y a pas de problème de munitions, ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc, mais ce qu'on remarque et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que même si les Russes ont repris quasiment 2 tiers du territoire pris par les Ukrainiens au mois d'août, eh bien, on les sent pas très, très pressés de mettre les Ukrainiens dehors. Peut-être parce que, ça leur permet de garder puisque Vladimir Poutine a dit que tant que l'Ukraine serait sur le territoire russe, il y aurait pas de négociation. Peut-être que ça permet aussi, au pouvoir russe de gagner un peu de temps puisque cette guerre sur l'ensemble du front, elle est pas du tout défavorable aux Russes en ce moment, les Russes ont peut-être intérêt à prolonger cette guerre de quelques mois. Mmh. Ouais, c'est ce qui semble ressortir de la parce que Trump aurait pu tenter de leur forcer la main ou en tout cas de les pousser à la négociation réellement. Bon, tant qu'il y a un petit bout de terrain russe, bon, un petit bout qui est de plus en plus petit, hein, donc c'était un 11e ou un 12e du Loiret, on est sur un 14e du Loiret maintenant, c'est en train de devenir le paradoxe de Zénon, ce truc, tu la moitié, puis le quart, puis le 8e, puis le 16e. Mais bon, c'est en effet surtout une guerre démographique malheureusement. Ce qui est un terme pédant et universitaire pour dire que c'est une guerre où l'autre a gagné quand il a détruit les ressources humaines, les moyens humains de l'autre. Ce qui reste encore un euphémisme pour dire c'est une guerre qui est gagnée quand l'autre a haché menu la chair humaine en face. Et là, les Ukrainiens continuent à balancer des demi-brigades par demi-brigade dans la zone. Et les demi-brigades par demi-brigade qui balancent, elles repartent la queue entre les jambes avec à chaque fois 50 km² de moins. Donc, c'est du type guerre de 14 cette affaire. C'est quand même un truc de fou, quoi, et qu'on en soit resté là. Alors, encore heureux, comme je le disais en introduction, que, les drones, qui mine de rien sont terrifiants, mais empêchent la concentration des forces, donc empêchent des scénarios façon, offensive de la Somme, et offensive de Verdun. Mais, bon, à la fin de la journée, on a plusieurs demi-brigades ukrainiennes qui ont été anéanties dans le saillant de Soudja. Tout ça pour qu'aujourd'hui, ils fassent 412 km² d'après Deep State Live, qui est complètement pro-ukrainien et que, comme tu le sais, Zaloujny voulait même interdire. Syrski, pardon, ou non, Zaloujny, je sais plus, un des deux, voulait interdire deepstatemap.live parce que même en étant pro-ukrainien, bah, quand on va dessus, c'est pas jojo, quoi. En plus, vous pouvez faire, je vous encourage dans le chat à y aller, hein, deepstatemap.live, vous pouvez faire la chronologie, vous pouvez voir la progression du front. Et même en étant pro-ukrainien, ça pue du cul, quoi. Vous comptez le nombre de petites flèches rouges dans le Donbass et vous comprenez que la situation est pas bonne, hein. Puis ça fait 6 mois qu'on le dit, quoi. Aujourd'hui, il y a donc, si je me gourre pas, Kupiansk est à 2 doigts de l'encerclement, Pokrovsk est en train d'être coupé de ses lignes et si on laisse passer encore un peu de temps, bah, ça va finir sur Slaviansk et Kramatorsk qui sont bien entendu, les objectifs finaux, des Russes. Et en effet, ces objectifs, ils peuvent pas les tenir tout de suite. Donc tant qu'il y a un petit bout de Soudja qui traîne là, les Russes peuvent dire: «Ah bah nous, on n'a pas fini la guerre, puis si on récupère Slaviansk et Kramatorsk, ça sera pas plus mal». Bon, donc maintenant évidemment sur le terrain, la dernière fois que tu es venu sur la chaîne, c'était la saison de la Rasputitsa. Maintenant le sol est bien gelé comme il faut à -7, -10. Sur le plan de l'intensité des opérations, alors tu avais parlé, voilà, les moyens d'infanterie lourde, donc c'est les Morskaya Pekota des Russes, l'infanterie de marine, hein, donc pour nous, c'est les troupes de marine ou les Royal Marines côté britannique. Les Russes ont la même chose et ça picote. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi le front à Soudja concrètement en termes de dispositifs, d'opérations et d'intensité de combat? Bah, aujourd'hui, c'est que alors d'abord, il faut souligner effectivement que
il y a des pertes, matérielles des 2 côtés qui sont importantes. Là, le coup de com' la semaine dernière, poussé par LCI et par Tristan Banon. J'ai vu Tristan Banon sur un plateau LCI pour commenter la guerre en Ukraine. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est là que tu sais que c'est la fin, quoi. C'est là vraiment que tu sais, voilà, tu peux mettre, Achille Zavata, c'est bon, enfin, on a J'avais affaire retenu qu'elle était en guerre avec Strauss-Kahn, mais là, elle est passée de Strauss-Kahn à l'Ukraine. Donc voilà, donc les pertes de l'armée ukrainienne dans cette offensive, elles sont, heu, elles sont quasiment totales puisque quand on regarde ce qu'ils ont perdu, bon, ils ont envoyé 2 000 hommes et quelques dizaines de véhicules, mmh. des chars Abrams, des Stryker, des BTR-4, un peu tout, au moins la moitié est déjà au tapis. Ouais, beaucoup de Heu léopards se sont fait fumer aussi et les Russes sont amusés, bien sûr, à poster les vidéos comme d'hab. Exactement, et alors ce que ne comprennent pas les experts LCI, j'entendais Titelman qui disait: «Oui, les Ukrainiens ont enfoncé la ligne 0, c'est la dernière ligne». Non Xavier, la ligne 0, c'est pas la dernière ligne, c'est la première ligne au contact des Ukrainiens. Donc Ouais. qu'ils enfoncent la ligne 0, c'est normal puisque quand quand tu as Le une principe d'une offensive comme offensive, c'est ça. que si tu enfonces pas la première ligne, c'est quand même que ton offensive, elle a merdé, quoi. Oui, et puis en fait, tu as un effet en fait de comment dire? D'amortisseur qui fait que la résistance, elle est pas sur la ligne 0. Les types de la ligne 0, quand ils voient les chars ukrainiens débarquer, Bah oui. ils résistent un peu et ils se barrent. Voilà, c'est pas la ligne 0 est pas faite pour tenir en échec, une armée adverse, et c'est vrai aussi côté ukrainien. Voilà, donc les pertes, c'est vrai, sont donc l'offensive n'a mené à rien, Bah, comme d'hab. Ça fait évidemment. 2 ans, hein. Ça fait littéralement 2 ans qu'il y a pas une offensive ukrainienne qui a mené à quoi que ce soit, à part donc choper un bout du saillant de Soudja, qui encore une fois n'a aucun intérêt stratégique de près ou de loin. Quand, bon, Soudja, c'est un village de 5 000 habitants avant bien sûr l'évacuation. Bah, les Russes en face, ils prennent Pokrovsk, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut faire un bilan, quoi. Il faut se dire, est-ce qu'il y a pas un petit peu un déséquilibre des objectifs, atteints de part et d'autre? Oui, c'est ça, et avec des pertes, matérielles qui sont importantes, bon, des 2 côtés. Le problème pour les Ukrainiens, c'est que, si tu veux, l'industrie, d'armement russe, elle est pour beaucoup située dans l'Oural, donc elle est quasiment inatteignable, pour les drones ukrainiens. Elle travaille, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bah, bien sûr. Avec des stocks de l'armée soviétique qui sont monstrueux et qu'ils ont entrepris, de moderniser plus, l'aide de la Corée du Nord. Il y a les obus, mais il y a certainement autre chose, qui fait que, ils ont une capacité de production et de modernisation, d'équipements anciens qui sont tout à fait pertinents sur ce genre de front face aux drones. Il est bien plus intéressant d'envoyer un T-55 ou, un T-72 et de le perdre plutôt que de risquer les chars Armata de dernière génération. Donc les experts LCI ont du mal à comprendre. Mais côté ukrainien, la majorité, puisqu'en plus, l'usine les usines de production de chars et de blindés ont fini d'être, décimées par les tirs de missiles, Kinjal ou Iskander russes. C'est-à-dire que les Ukrainiens aujourd'hui ont des stocks de blindés soviétiques qui sont réduits à peau de chagrin et sont dépendants des matériels occidentaux. Le problème, c'est que les occidentaux, enfin les Européens ont quasiment, vidé leurs stocks pour l'armée ukrainienne, et en réalité, les seuls stocks qui restent et qui sont conséquents sont aux États-Unis. Le Ouais. problème pour l'armée ukrainienne, c'est que quand on grille ses stocks dans des offensives qui mènent à rien pour faire des petits coups de communication, et cetera, il faut être bien certain de pouvoir, que les Américains vont redonner des Bradley, Ouais, ouais. les Bradley, les Abrams, et cetera, et là, effectivement, ils risquent d'avoir un problème, matériel, assez rapidement. Et là, bien sûr, tu as vu aussi, on en profite pour informer notre public. Alors, bien entendu, bon, c'est pas sur LCI et sur BFM que vous aurez ces éléments. Mais bon, de toute façon, ils vous disaient, par exemple, mais même dans les dingueries, il y avait cette idée que les Russes allaient prendre l'Ukraine en 3 jours. Alors, j'avais essayé de regarder ça, d'où ça venait, parce que bon, pareil, quand tu fais du rechecking, tu cherches à trouver la source. Bah, la source, en fait, c'était un colonel américain qui avait dit ça. Donc, les gars se débunkent eux-mêmes. Ils disent, ah bah oui, mais les Russes devaient prendre l'Ukraine en 3 jours. Bah, la source de ça, c'est un colonel, américain. Donc d'accord, vous êtes en train de débunker un colonel américain quand vous dites ça. Bon, mais fermons cette parenthèse. Tu as vu en tout cas que Zelensky a commencé à balancer des trucs. C'est un peu comme Zuckerberg la dernière fois qui nous disait: «Bon, finalement, ça a bien censuré sur Facebook». Bah, là, Zelensky, il a juste lâché tranquillement, en souplesse et en toute décontraction, qu'il y a des rétrocommissions.
Concrètement, c'est ça qu'il a dit. Enfin, je veux dire, moi, je suis juge d'instruction, je prends sa déposition, je dis: «Bon, bah, ça s'appelle, rétrocommission». Le gars dit: «Oui, bien sûr, on a touché plus de 179 milliards, mais il faut savoir qu'on a été surfacturé pour ça». Oh, pardon? Vous avez été surfacturé? Les Américains ont surfacturé leurs propres armes? Mais c'est le principe d'une rétrocommission, non, ça? Tu vends un sous-marin à 1 milliard, tu le factures 2. La différence, elle part où à ton avis? Sur des comptes à numéros, bien sûr. Alors il a pas été jusqu'à dire compte à numéros, ça c'est un mot-clé qu'il laisse à l'appréciation du juge d'instruction. Mais bon, nous qui sommes journalistes, ça nous interroge automatiquement, parce que ça fait quand même une énième théorie du complot qui se réalise, à savoir, bah oui, bien sûr, l'Ukraine est une énorme machine à laver pour le parti démocrate et pour le complexe militaro-industriel américain. Et là, bah, Zelensky vient de l'affirmer en toute sérénité, et j'ai vu aucune chaîne dite d'information en parler en France. Oui et puis, les tu sais, les scandales de corruption, bon, il y en a aussi eu en Russie. Il y a 30 officiers supérieurs, dont une majorité d'officiers généraux, qui ont été mis à la retraite ou qui sont en prison depuis le mois de juillet. Donc il y a eu Ah, une ils ont fait un grosse, grand ménage. bon, c'est inhérent, la corruption est inhérente, à la Russie et à l'Ukraine, mais c'est-à-dire que l'Ukraine, soutenue par les démocraties, est financée, qui lui finance ses dépenses de fonctionnement, le budget de l'État, de ses fonctionnaires, et cetera, et cetera. En fait, les scandales de corruption, en fait, ils n'arrivent pas à bien se tenir. C'est ça qui est terrible et dès le début de la guerre, il y a un premier scandale de corruption qui a éclaté sur l'achat de l'achat de gilets, tactiques et de casques, heu, par l'administration ukrainienne où en gros la catégorie 4 ça commence c'est une classe, la classe 4 c'est une bonne classe de protection pour les casques ou pour les gilets et en fait, les devis mentionnaient l'achat de classe 4 pour des casques et des gilets et en fait, ce qui avait été fourni, c'était de la classe 2. Sauf que Ouais. la classe 2 avait été payée au prix de la classe 4. Voilà, donc Je vous donne, ça avait déjà commencé. quelques éléments de compréhension. La classe 4, ça arrête du 308, donc Oui, du fusil de tir de DMR, quoi, de tireur de précision dans un peloton. Et évidemment la classe 2, ça arrête, avec un peu de chance, une balle de Kalash, qui est pas du 308, hein. ouais. Donc voilà, ça fait pas le même délire et la même protection, et payer le même prix, en effet, ça s'appelle de la corruption. Et puis il y a tous les scandales de corruption autour de la conscription. C'est-à-dire que, là aussi, comme c'était trop visible, Zelensky a été obligé de faire virer, et de faire traduire en justice, plusieurs, responsables régionaux chargés de la mobilisation. Parce qu'en fait, moyennant 5 000 €, eh bien, un Ukrainien Voilà, pouvait, c'est la conscription. échapper à la conscription pour raisons médicales et cetera et il se passait absolument rien, voilà et ça, mais il y a évidemment, je pense, des dizaines et des dizaines de cas, qui, pour l'instant, ne sont pas publics. Mais l'Ukraine, même avant-guerre, c'est l'un des pires pays pour la corruption, peut-être Ah avec oui, la oui, Moldavie, c'est top 5. d'Europe, hein. Et d'ailleurs, tu as vu que la source primaire sur la question des désertions de la brigade Anne de Kiev, c'était des sources ukrainiennes. Donc, il y a eu une enquête parlementaire, enfin pas une enquête, il y a eu une interpellation parlementaire par une élue ukrainienne, à la Rada, qui a donc dit, bah, ça va pas quoi, on a 1 700 soldats qui ont été formés en France, qui ont disparu d'ailleurs. Tous les gens qui vivaient à côté de Mourmelon, donc, où il y a le musée des blindés, ça bon, qui vivaient à côté de Mourmelon rapportaient que des soldats ukrainiens se faisaient ramener par l'armée française parce qu'ils étaient en train de se barrer dans la forêt. Donc c'est pas très bon signe de base. Et j'insiste, une brigade, c'est entre 3 000 et 5 000 personnes. Donc on vous avez déjà, avant même d'avoir été déployé, 1 700 qui dégagent. C'est pas bon du tout. Et tu ajoutes à ça, cerise sur le gâteau, que où est-ce qu'il déploie cette brigade à peine juste après sa formation? Bah, dans un secteur où ça pète le plus, évidemment. Parce que pourquoi s'emmerder? Donc, les gars, tu pouvais pas les voir motivés comme, en effet, les fanatiques d'Azov, et cetera, qui, eux, ont un niveau de motivation plus élevé et en général désertent moins. Donc bon, tout ça pour rappeler que les sources primaires sont ukrainiennes. C'est pas Sputnik et la Pravda, qui ont balancé cette info, quoi. Oui et puis sur la brigade Anne de Kiev, il faut dire que l'essentiel du contingent qui était envoyé en France, c'est des gens qui n'ont jamais fait la guerre. Mmh. C'est vraiment des beaucoup d'ailleurs de personnel assez âgé Ouais, et des qu'en pères de fait, famille. apprendre la guerre en France, dans des tranchées modèles, c'est bien sur le plan théorique, sauf que c'est très, très, très éloigné de ce que les Ukrainiens voient sur le front et ça, les soldats ukrainiens le savaient. C'est-à-dire que, en dehors à mon avis, d'observateurs
et de conseillers français qui sont en Ukraine depuis le début. En fait, un régiment de chars ou un régiment d'infanterie mécanisée français, aujourd'hui, malgré la qualité et l'intelligence et le courage et le et tout ce qu'on veut bien comme qualité donnée aux qualités de l'armée française qui sont réelles, est quand même déconnecté hors sol de ce qui se passe en Ukraine. Ouais. C'est et les Ukrainiens le savent. La meilleure formation possible, c'était pas de les envoyer, 6 mois en France. Mmh. C'était, de les faire former en Ukraine et de les envoyer comme tu l'as dit. Le problème, c'est ils sont passés d'une formation théorique en France, donc complètement déconnectés de la réalité ukrainienne, notamment de celle des drones, parce que les Français ont pas, je pense, ont pas encore bien saisi comment dire? L'impact des drones et l'usage et la Ouais, vie, l'art comment ça opérationnel. Parce que je pense que tout ce qui est tactique, ils en ont compris évidemment les tenants et les aboutissants, mais le tour de main du pâtissier, il est pas présent exactement, puisque voilà, c'est exactement. un truc, il faut avoir fait du terrain et il faut pas être observateur militaire. Pour avoir le tour de main du pâtissier, tu regardes pas le pâtissier, il faut que tu aies fait la recette, quoi. Et tu vas nous en parler parce que tu as suivi des dronistes, et ça, tu peux faire ce que tu veux tant que tu as pas dirigé un drone toi-même en combat sur un Léopard ou sur un Abrams ou sur un T-90, modifié 2024. Tu l'as pas, quoi. Tu sais que c'est important, tu sais que le drone, c'est utile, tu sais que les Russes, d'ailleurs, tu as dû voir ça, tu nous montreras peut-être, les Russes qui se font des munitions de Kalash sur mesure qui partent en éclats pour pouvoir tirer des drones à la Kalash, ce qui autrement est très dur. Là, tu sais, j'ai oublié comment ils font. Là. Ils Oui, se fabriquent des munitions qui vont se fragmenter pour que ça ait un effet de gerbe, comme du calibre 12, quoi. Et donc, ce qui prouve bien le niveau d'adaptation sur le terrain. Bah, ça, c'est clair que tu as pas de manuel en France sur. Puis en plus, avec du 5,56, bon courage pour essayer de faire un effet de gerbe. Mais tu pas de manuel, même avec un Scar H qui est en 308, ou avec un HK 417 qui est en 308 aussi, se faire des munitions à effet de gerbe. Et c'est des petits détails comme ça. C'est ça le tour de main du pâtissier, quoi. exactement, et je disais, tu l'as très bien expliqué, c'est qu'ils sont passés d'une formation théorique en France à, faite en anglais. Donc, vu le niveau de l'ukrainien en anglais déjà, ça a dû être compliqué. Donc ça devait être avec des traducteurs, donc ça a dû être franchement ça a dû être compliqué, avec du matériel, compliqué aux yeux des Ukrainiens qui, pour ceux qui ont fait leur service militaire, n'ont connu que du matériel soviétique, c'est-à-dire fiable et très simple d'utilisation. Et ben, ils sont effectivement été envoyés directement sur la ligne de front en Ukraine sur plusieurs points. Normalement, et côté russe, c'est la même chose, quand un soldat est fraîchement formé, on l'envoie en troisième ligne, puis au bout de 15 jours, 3 semaines en deuxième ligne et au bout d'un mois, un mois et demi, en première ligne. Il y a sauf Acclimatation lente du poisson ouais, rouge. sauf situation d'urgence extrême, par exemple, lors de la contre-offensive ukrainienne au mois de juillet 2023, avec Régis et Aïcha, nous étions en Ukraine, enfin nous étions côté russe dans la région de Lougansk, avec une unité de volontaires. Et les soldats qu'on a vus, qui pour la plupart sortaient de tôle, ont été formés 15 jours, alors que la formation devait durer 3 mois, et ont été envoyés parce que la situation l'exigeait, parce qu'il fallait renforcer un point du front qui allait craquer dans la région de Klishivka, donc pas loin de Bakhmout. Mmh. Là, ils ont été envoyés en urgence et 70% d'entre eux sont morts ou blessés. Mais Ouais. c'était des situations vraiment d'urgence extrême. Donc pour que les 70, Ukrainiens. c'est plus opérationnel, hein. Une brigade, elle est, en dessous, à partir de 30, tu considères qu'elle doit rest and refit, Oui. et que tu dois la mettre en rotation, quoi. Donc là, 70, c'est l'annihilation de la brigade, concrètement. Oui, donc en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que pour que les Ukrainiens utilisent une brigade fraîchement formée, mais pas expérimentée pour boucher les trous, ça veut dire que soit ils sont crétins et ils respectent pas les procédures, ils en ont rien à faire des Soit des ils sont des dans la hommes, merde. Ouais. soit ils sont vraiment soit ils sont vraiment dans la merde, oui. Mmh. Ouais, c'est très triste parce que la jeunesse ukrainienne, moi qui ai vécu en Ukraine, c'est des gens brillants. Tu vois le passé soviétique qui a laissé un niveau d'éducation extrêmement élevé. Le moindre chauffeur de Oui, Uber, il te cite du Victor Hugo et tout. C'est bon, non pas qu'un mec qui peut pas te citer du Victor Hugo mérite de crever au front, mais je veux dire, ils avaient une jeunesse qui était vraiment capable, de les sortir de toute situation économique difficile.
et il l'envoie se faire buter au front pour rien, alors que tout pouvait être réglé par la diplomatie. Vous savez, dans cette chaîne, on est là pour vous donner un vade-mecum, des moyens d'autodéfense intellectuelle. Quand un connard vient vous répéter le narratif du pouvoir que la guerre était unprovoked, donc non provoquée, rappelez-lui, mais pardon, si elle est unprovoked, pourquoi il y a eu Minsk 1 et Minsk 2? Encore une fois, je le répéterai pas assez, il n'y a pas eu d'accord de Paris ou d'accord de Bagdad, ou plutôt d'accord de Téhéran, ou j'en sais rien, ou de Damas pour la guerre en Irak. Pour la guerre en Irak, les Américains, ils sont allés direct, hein. C'est bien ce qu'avait dit De Villepin, toutes les voies de la diplomatie n'ont pas été épuisées. Oui, c'était une façon euphémistique de dire que on pouvait régler le problème diplomatiquement. Bah là, les Russes ont littéralement épuisé toutes les voies diplomatiques, et tu as même François Hollande qui s'est vanté dans un appel où il s'est fait piéger par le gars du canular russe, où il se vante, il te dit, il croit être en face de Zelensky, il dit oui, bien sûr, on a fait exprès de gagner du temps avec Minsk 1 et Minsk 2 pour te donner le temps de t'armer, parce qu'on savait très bien que le but c'était d'aller à la guerre. Ben voilà, quand on va à la guerre, voilà ce qui se passe. 500 000 Ukrainiens tués, au moins autant blessés, défigurés, etc. Et ils ont perdu le Donbass. Les gisements de lithium qui auraient pu permettre de reconstruire l'Ukraine, ils sont entre les mains des Russes. Donc ça, c'est terminé, c'est un PIB que l'Ukraine ne reverra plus jamais. Et puis si ça continue, bien sûr, on sait que ça va embrayer sur Odessa, après Pokrovsk et tout le bazar. Donc toi qui a donc fréquenté des dronistes, explique-nous un petit peu comment c'est en train de progresser. J'ai vu que les Russes commençaient à faire des drones lance-grenades. En parallèle, tu as le patron de Nvidia, Jensen Huang, qui est au CES de Las Vegas. Alors, je vais en profiter pour faire un gros trollolo à la French Tech, à savoir, dans tous les trades qui parlent du CES 2025, il n'y a pas eu de référence à la French Tech, hein. Littéralement, comme je vous l'avais prédit il y a 10 ans, en 2014, dans mes éditos dans Le Point, mais je ferme la parenthèse. Si seulement c'était drôle, hein, ça a coûté tellement une blinde cette affaire. Donc, Jensen Huang, au CES de Las Vegas, il a dit la robotique générale arrive. En fait, il a même utilisé une phrase assez précise. Il a dit le moment de ChatGPT pour la robotique arrive. Parce que, comme tu le sais, pour entraîner les IA, alors l'avantage de ChatGPT, c'est que du texte, on en a beaucoup. On a énormément de données pour entraîner du texte. On a Google Books, on a tout ce qu'on veut, quoi. Le texte, c'est ce qui est le plus abondant. Mais les bons mouvements de robots, on a très peu de données. C'est clair que pour savoir quel est un bon mouvement de robot humanoïde, tu n'as pas des bases de données gigantesques pour entraîner ton IA. Et Jensen Huang a dit, bah justement, nous, on a créé des nouvelles puces qui peuvent aider à entraîner une IA, ce qui fait qu'on aura d'abord le full self-driving, donc très certainement aussi du tank autonome, etc., ce que voulaient les Russes avec le T-14 Armata, et après, du chien, tu sais, le Boston Dynamics, là, qui est mignon, mais avec une doucette sur le dos, il est tout de suite moins mignon. Comme dans Call of Duty, du drone humanoïde. Et entre-temps, nous, on assiste au chaînon manquant où tu as encore du drone piloté, mais avec cette fois un lance-grenade, il est plus complètement suicide. Donc on est en train de voir, on est à l'époque du biplan, en fait. Notre génération, on va voir passer du biplan au Spitfire et peut-être au Messerschmitt à réaction, quoi. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir avec les drones. Alors toi, sur le terrain, qu'est-ce que tu as vu? Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que les Russes se sont mis un petit peu plus tard que les Ukrainiens aux drones. Moi qui Mmh. ai couvert la bataille de Mariupol avec pour TF1 à l'époque, donc à partir de mars à fin mai, 2022, le drone n'était quasiment pas présent. Il y avait quelques drones d'observation côté russe, un petit peu plus côté ukrainien, ils avaient un peu mieux préparé les choses, mais les drones kamikazes, par exemple, n'existaient quasiment pas. Les seules choses qu'il y avait, c'était quelques drones qui étaient depuis quelques années, qui étaient capables de balancer des grenades, sur des tranchées adverses. Ça envoyait beaucoup ça. Il y avait des échanges entre séparatistes, pro-russes dans le Donbass et les Ukrainiens qui gardaient les tranchées de l'autre côté à quelques centaines de mètres. Mmh. Mais c'était vraiment extrêmement limité et les Ukrainiens, ont vraiment saisi l'opportunité de l'arme du drone qui est un peu, l'arme au départ, en fait, c'est un peu l'arme de la guerre asymétrique. C'est un peu Ouais. l'arme du faible contre le fort. Et c'est aujourd'hui vraiment la force de l'armée ukrainienne, c'est la quantité de drones dont ils disposent et des dispositifs techniques autour, notamment les brouilleurs. Ils sont fournis par les Anglais, les Américains sur les brouilleurs et il faut dire que dans ce domaine, ils ont une petite longueur d'avance encore sur les Russes. Les Mmh. Russes, ont rapidement compris un peu leur retard
Et ont réussi à le combler en allant chercher, les technologies iraniennes pour le Guéran, pour le Shahed, qui est devenu le Guéran produit sous licence, il est devenu le Guéran, en Russie, et beaucoup de drones, chinois, ainsi que pour les drones d'observation, des drones qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce, les Mavic Pro là, toute la Mmh. gamme de Mavic qui reste pour les drones d'observation, pour faire du renseignement, de par la qualité de leur caméra, le meilleur, drone d'observation possible. Ça, c'est un drone que vous pouvez acheter, que vous pouvez acheter partout. Ouais, qui coûte 1 000 balles pour les civils et sans doute beaucoup moins en prix de gros, quoi. Oui, ça démarre à 1 000 et ça peut monter à 3 000 pour ceux qui ont la meilleure optique, une meilleure capacité comment dire? De vol, de batterie et cetera. D'ailleurs, un point important là-dessus, tu vois? Nous, bon, on avait, Parrot, comme tu le sais. Oui, En France, on n'arrive pas à comprendre, tu sais, ce lien entre le civil et le militaire. Il est encore très compliqué à cause de ce concept de paroisse, de chasse gardée, tu vois? Un mec de la DGA, tu vas pas lui dire: «Tu vas faire un partenariat avec Parrot», quoi. Tu vois? Ça va pas être oui, possible. Alors qu'en fait, les Chinois, avec DJI, les amateurs de photos le savent, ils ont racheté Hasselblad, les mecs. Donc DJI qui fait le Mavic, hein, on parle de DJI parce que DJI, oui, c'est le leader mondial du drone, c'est eux qui font le Mavic, c'est les meilleurs drones du monde, c'est eux. Et DJI, ils ont racheté Hasselblad. Bon, Hasselblad, c'est quoi? C'était le meilleur fabricant d'appareils photo sur terre. C'était eux qui faisaient les optiques, militaires, de surveillance, satellitaires américaines. Ils avaient fait des partenariats avec la CIA et puis depuis la Deuxième Guerre mondiale, Hasselblad, hein, ça date, hein. Et ben, ils ont les Chinois tranquillement, en rachetant une société civile, parce qu'Hasselblad, ça reste une société civile. En rachetant ça, ils ont récupéré parmi les meilleures caméras au monde. Et ça, c'est cette espèce de pragmatisme, que nous, on n'a absolument pas en France, on est d'accord? Entre le monde civil et le monde militaire, on n'arrive pas du tout à faire, la part des choses. Et c'est qu'une théorie, une hypothèse, mais c'est peut-être parce que ce sont des drones complètement civils qui ont été utilisés, que je pense que, nos, étoilés ou galonnés en France n'ont pas compris, assez tôt, l'importance de ces technologies sur le champ de bataille. oui, absolument et en plus, que ce soit côté ukrainien ou côté russe, ils ont adapté le drone pour pallier, aux contraintes. Alors, Mmh. pour les Ukrainiens, c'est quasiment l'absence d'avions de chasse, d'avions qui soient capables de bombarder les lignes russes. Il y en a un petit peu, il y a un peu de F-16, mais ça reste quand même, pas très efficace, pas très opérationnel. Donc le drone a été conçu pour, remplacer l'aviation, dont les pertes d'avions coûtent extrêmement cher. La perte de drones, évidemment, Que c'est dalle, 100 fois moins cher. Et mmh. puis pour aussi compléter ce que l'artillerie ne peut pas faire. Donc le drone, il est, et ce que le fantassin ne peut pas faire aussi, ou le sniper ne peut pas faire. Donc tu as Mmh. l'emploi de drones différents a été décliné sur tous les échelons du champ de bataille, du ciel au fantassin, en passant par toutes les étapes intermédiaires. Donc tu as une, Avant que j'oublie, pardon, je vais te couper, le chat va encore m'assassiner parce que je t'ai coupé, mais sinon je vais oublier malheureusement, parce que là je suis en mémoire poisson rouge. Mais beaucoup de gens disent que le drone va éliminer le sniper, ou en tout cas, parce que d'abord il a une portée beaucoup plus longue, il peut rôder, il peut se cacher, il a plus d'endurance et surtout un sniper c'est, un aimant à mortier quoi. Une fois qu'un sniper il a tiré, il est par définition à portée de mortier, puisqu'un mortier ça tire plus loin qu'un sniper et donc le mec il va se prendre, du mortier sur la tronche alors que le droniste on sait pas où il est. Donc beaucoup de gens disent, il y a 2 choses qui vont être éliminées par le drone, le sniper et le missile anti-char, qui coûte beaucoup plus cher et qui a tous les mêmes problèmes. Il révèle la position de son tireur, il peut pas rôder, et cetera. Qu'est-ce que tu en penses de ça? alors je dirais pas que ça va éliminer, je dis que ça vient en complément du sniper, puisque le sniper, en fait, a un rôle, d'observation et de renseignement, qu'il n'est pas forcément obligé de tirer et il peut être Mmh. uniquement en statique pour observer et renseigner. Et ensuite, c'est vrai qu'en fait, le drone offre c'est le comment dire? Heu, Ça donne aux capacités que donnaient des unités de sniping, je dirais une force, décuplée, par 10. Mais Ouais, ça n'enlève pas la pertinence, que quand on dit sniper, il y a 2 niveaux. Il y a le tir à 300 mètres et là, tu vois beaucoup de tireurs qui ont été formés, qui côté russe, côté ça c'est le ukrainien, enfin côté DMR, russe, voilà, tireur de précision. tireurs de précision, ils ont des SVD, ils traitent à 100, 200, à 300 mètres. Mais les snipers, les vrais snipers,
là, c'est des gens qui sont c'est 1 an et demi de formation, Ouais. puisqu'ils s et ils peuvent traiter des cibles, qui sont là de 1 à 2, voire un peu plus, 1 à 2 kilomètres, voire un peu plus. Donc, je dirais pas que ça va éliminer le sniper, mais ça donne des capacités de ciblage qui sont décuplées. Ça, c'est évident. Avant le drone, Mmh. effectivement, tu avais des unités anti-chars ou des unités de sniping qui fonctionnaient en général d'ailleurs, ensemble Mmh. et qui avaient des capacités de destruction assez limitées. Là, le drone, tu peux toucher, c'est même au-delà du sniping en fait, parce qu'un sniper, la distance maximale, autorisée, je dirais, c'est 2 kilomètres. Ouais, 2 Un kilomètres, c'est drone un drone, c'est, déjà et 2 kilomètres, c'est vraiment quand le type ouais, est ouais, enfin, le quand meilleur tu du as monde, ouais. du haut C'est de niveau. disons que 2 kilomètres, faut que le gars, il ait 15 ans d'expérience, quoi, 10-15 ans d'expérience. Alors qu'un droniste, il tape 10 kilomètres, en ayant 15 ans d'âge, en O étant o un joueur de PlayStation, quoi. Exactement. En réalité, je pense que ça décuple les moyens de destruction, ciblés, mais le rôle du sniper est quand même pertinent pour tout un tas de raisons, le problème d'ailleurs côté russe comme côté ukrainien, c'est que, parfois, ils font un usage des snipers qui est pas pertinent. Quand il manque d'hommes, ils vont chercher les snipers et ils les envoient comme unité comme fantassin classique. Mmh. Ce qui est une aberration et ce qui les prive ensuite, puisque souvent les types tombent, ce qui les prive ensuite de personnalités de personnel extrêmement qualifié. Mmh. Voilà, donc pour moi, ça vient en complément, mais maintenant, il est très difficile d'être à l'abri. Un sniper en combat urbain, c'est efficace, d'un immeuble à l'autre. Mmh. En terrain découvert, c'est efficace à 501 voire 2 kilomètres, contre des personnels ou contre des blindés légers, s'ils sont armés de fusils de calibre 50. De mais, mais le drone, en étant, caché dans une petite lisière, tu peux aller chercher des cibles au-delà de ce que pourrait faire un sniper, c'est-à-dire à 3, 4, 5 kilomètres, donc assez proche, heu, mais de manière beaucoup plus précise que l'artillerie, puisque l'artillerie aujourd'hui, en dehors des HIMARS et comment dire, des canons César côté ukrainien, les Russes ont un peu de retard, dans la dans dans cette Le artillerie guidage tactique. intermédiaire, Mmh. à guidage de précision. Ils sont plutôt sur des calibres, et de la conception soviétique, donc ça permet de faire du volume, mais c'est pas la précision est pas la même. Mais le drone permet justement de corriger surtout pour les Russes, Mmh. ce c'est un peu cette rusticité de l'artillerie, mais qui permet pas de faire de la précision. Ça, c'est évident que ça n'a jamais existé dans aucune guerre. Ouais, non, mais vraiment, enfin, on en revient, tu vois, là, et on a un message du chat qui nous a rappelé qu'en effet, Zelensky, sans être président, oui, c'est exact, il n'est plus président d'un point de vue légal. Ça devrait être le président d'après la constitution ukrainienne, ça devrait être le président de la Rada qui assurerait l'intérim jusqu'à des élections, et ça fait plusieurs mois que ça dure. Mais il vient de faire un recensement des jeunes de 18 ans. Moi, j'en reviens vraiment à cette idée que j'ai l'impression qu'il y a des gens, qui veulent annihiler ces peuples slaves l'un contre l'autre, quoi, et évidemment, bon, il y en a sans doute un des 2 peuples qui a compris ce qui lui arrive, puis l'autre qui a pas compris et qui se laisse mener comme un seul homme. Mais ce en parlant de quoi? Parmi les cinglés du sous-sol, Blinken, qui tente, heu, qui tente en effet de laisser à Trump une guerre, obligatoire, quoi, un abonnement pour la guerre. Heu et puis comme tu le sais, tu as, enfin dans les infos, américaines, commence à circuler cette, rumeur selon laquelle les Iraniens, les méchants Iraniens, auraient réussi à infiltrer du missile solaire aux États-Unis et qu'évidemment, un attentat contre un avion de ligne serait imminent. Et beaucoup de journalistes citoyens américains disent: «Voilà, ça pue le faux drapeau à 15 kilomètres pour, imposer une guerre à l'Iran, aux États-Unis». Cependant que Trump, tu as vu, il a été balancé cette déclaration de Trump qui traite Netanyahou de fils de pute sans y aller, par 4 chemins, et qui dit: «Ce mec nous a entraînés dans toutes les guerres possibles et imaginables au Moyen-Orient, pour son compte», parce que c'est évidemment pour le compte du Likoud. Pour l'intérêt national de son pays, ça se discute, mais pour le Likoud, ça, c'est de la balle. Et Trump a clairement dit: «Voilà, ce fils de pute nous entraîne dans des guerres après des guerres». Alors, si on revient maintenant juste au cas de Blinken, il est certain que l'État profond américain veut forcer Trump
à continuer cette guerre par tous les moyens. Quels sont les moyens que Blinken se donne pour essayer d'atteindre cet objectif alors qu'il reste, 1 semaine maintenant avant l'inauguration, enfin 8 jours avant l'inauguration de Trump? Bah, il y a 2 moyens principaux. Le premier, c'est le pognon. Ouais, Donc, là, depuis la victoire de Trump, tu as au moins 4 ou 5 paquets d'aides, qui ont été, dans l'urgence, attribués à l'Ukraine, financières et matérielles. mmh, Et la deuxième chose, c'est de pousser Zelensky, et c'est là où on en revient à Koursk, c'est de pousser Zelensky à, un peu forcer la main de Trump. C'est-à-dire, que Trump ne puisse pas dire que l'armée ukrainienne est épuisée et qu'on est obligé de la faire négocier. ouais, Et pour ça, il fallait montrer que l'armée ukrainienne était capable, tenait la route, était capable de se battre, était capable d'infliger des pertes. Voilà. Donc la petite contre-attaque de la semaine dernière dans la région de Koursk, c'est une manière de dire à Trump: «On existe encore, on est encore capable de faire quelque chose, et donc il n'est pas question de nous laisser, en rase campagne», sachant que, on en avait parlé, mais depuis l'élection de Trump, ceux qui poussent à la guerre aujourd'hui, c'est même pas Blinken qui est sur le départ, mmh. ce sont les Européens. Oui, Les bien plus sûr. Ouais. radicaux, ce sont les Von der Européens. Leyen, Macron, ouais, eux, ils se sont blinkenisés à vitesse grand V. De toute façon, Sauf ils ont été que sélectionnés pour ça, hein. sauf que le problème pour l'Europe, il y a un problème déjà de finances, c'est-à-dire que ce que les Américains ont pu, en augmentant leurs dettes, donner aux Ukrainiens, c'est une chose, mais il y a les Mmh. moyens techniques. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que même si on donne de l'argent à l'Ukraine, à un moment donné, il faut lui fournir des blindés, des moyens matériels, des obus. Et l'Europe, le complexe militaro-industriel européen, notamment français, est incapable de Limité, lui en donner. Donc absolument. si Trump, demain, dit: «Beh, les Européens payent, c'est très bien, mais les Américains n'envoient plus, ne vendront pas de blindés à l'Ukraine», et ben, même avec de l'argent, tu peux pas faire la guerre. Enfin, l'argent Mmh. suffit pas à faire la guerre. Mmh, Ça, mmh, c'est le mmh mh. problème des Européens aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Il faut des hommes, il faut des moyens, il faut une logistique et cette logistique, on ne l'a pas. Alors, Régis Sommier va nous rejoindre, hein, je pense dans une quinzaine de minutes. Il est sur la route, on est en plein, voilà, il revient du merdier, comme on disait, il aura pas le regard à l'horizon, c'est comme beaucoup de reporters de guerre. Mais bon, si tu peux nous parler des dronistes que tu as suivis, parce qu'en effet, on a Oui. eu des dronistes côté ukrainien et côté russe, d'origine française dans les 2 cas. Toi, tu as suivi des dronistes, français, ou franco-russes, je ne sais pas, côté russe. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Évidemment, j'espère qu'il y a rien de confidentiel, mais dis-nous ce que tu peux nous dire en tant que journaliste. Alors, il y a beaucoup moins de Français qui combattent côté russe que de Français qui Bien combattent sûr. côté ukrainien. Mmh. Les Français qui sont côté russe qu'on a pu voir, il y a 2 cas de figure. Pour certains, ils font la guerre, depuis des mois, voire des années. Certains sont arrivés dans le Donbass, à partir de 2014-2015. Mmh mh. Pour les autres, ils ont, rejoint les rangs de l'armée russe, assez récemment, il y a quelques mois. Heu Et donc on a une troupe un peu hétéroclite avec aussi des Russes, mais qui je dirais, soit sont francophones, soit ont été motivés par la perspective de travailler dans une unité un peu mixte. La moitié d'entre eux ont déjà en fait, une expérience du combat. Mmh. Pour certains, ils ont servi à Mariupol, ils se sont battus à Bakhmout, à Avdivka, et cetera. Donc ce sont des fantassins, expérimentés, et qui sont arrivés au drone, parce qu'ils ont compris que parce qu'ils en avaient les capacités, et qu'ils ont compris que les unités de dronistes aujourd'hui, c'était un peu, toute proportion gardée, mais c'est un peu les nouvelles forces spéciales, en fait. Ah mais carrément, C'est-à-dire ouais, ouais, que c'est un truc de fou. Tu as 20 ans, tu es pas du tout solide psychologiquement et tu es traité comme si tu étais un commando marine en termes d'importance, parce que tu peux avoir un impact sur le front qui est oui, supérieur à celui d'un commando marine qui a 15 piges d'expérience, oui, et qui a vu du merdier dans tous les sens. C'est vrai que c'est incroyable comment c'est en train de redistribuer les choses. et pour être un bon droniste,
et je suis sûr que c'est la même chose côté ukrainien, parce que c'est la logique, il faut être un bon fantassin. Ouais. Mmh. Quand tu ne connais pas les contraintes, d'un fantassin dans sa tranchée ou, de l'assaut d'un bâtiment, des contraintes logistiques, des contraintes de déplacement à pied, par tous les temps, sur des blindés et cetera, en fait, tu fais un mauvais droniste. Le droniste, Mmh. il doit déjà maîtriser quasiment l'intégralité des métiers du champ de bataille, des contraintes sur un champ de bataille, et c'est là où le droniste peut être performant. Ceci étant, la formation de droniste, elle est pas du tout prise à la légère. C'est-à-dire que pour qu'un droniste commence, heu, à s'exercer sur le champ de bataille, il a au moins 3 mois de préparation sur simulateur, et je te dis préparation sur simulateur, nous on en a vu qui est justement était arrivé, récemment, et ils faisaient du simulateur. Ça ressemble à avoir fait une console de jeux vidéo. L'écran est sur Mmh. un ordinateur portable, il y a le logiciel. Il a une commande, type commande de drone, et toute la journée, il s'entraîne à manier le drone, Mmh. et c'est pas juste le faire décoller à la verticale, le faire envoyer c'est vraiment comment te dire? C'est comme maîtriser un moi je joue pas à la PS4 ou à la PS5, mais je vois à peu près quand même ce que c'est. C'est comme devenir un virtuose d'un logiciel tu sais, d'un jeu automobile, Ouais, complètement. Faut heu, ça temps de réaction très FPS. court, anticiper les virages et cetera. Puis après, on peut te tirer dessus. Enfin, puis à savoir faire des ruses dessus, donc Oui, être capable de pas détrancher ton drone, de le planquer, d'avoir un niveau de oui, discrétion, tout un tas de techniques qui sont en train d'être, il y a pas de manuel, tu vois? Aujourd'hui, tu te rappelles quand pendant la Première Guerre mondiale, il y a, monsieur Immelmann qui invente la manœuvre d'Immelmann, tu vois? C'est peut-être oui, pas lui complètement qui l'a inventé, mais bon, c'est devenu une base absolue, un Immelmann, quoi. Mais en fait, tu as les mêmes choses aujourd'hui, à l'heure où on parle, qui sont en train d'être inventés pour les drones militaires et qui ont pas encore de nom et qui sont pas dans les manuels et cetera, quoi. oui. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, il y a énormément de types de drones. Il y a les drones, type en fait mini-avions, les Shahed ou les Guéran par exemple, ou les Lancet qui sont un peu plus petits. Mmh. Là, ceux qu'on a suivis, c'est du dronisme d'infanterie, c'est-à-dire, c'est du drone d'observation, du drone kamikaze. Ouais, qui peut quand même Heu, jeter un tank, donc. ouais, il y a pas un droniste qui est capable de manier tout type de drone, ça n'existe pas. Mmh. Là, c'est vraiment du droniste, comment dire? De vraiment de tranchée quasiment, et dans cette unité de droniste, tu as, 2 spécialités en fait. Certains sont spécialisés sur le drone d'observation, les autres sur le drone kamikaze. Mmh Ce mh. qui fait que quand tu pars en opération avec eux, c'est ce qu'on a fait, tu as dans l'équipe, en fait, c'est une équipe de 3. Le premier utilise le drone, de renseignement, le Mavic, c'est-à-dire qu'il repère les cibles, il s'accoutume avec les conditions météorologiques et cetera. Tu as le pilote de drone, kamikaze qui lui est vraiment se concentre, parce qu'il faut être très concentré en fait pour, dans les conditions où tu peux être repéré, où tu as de l'artillerie qui pète pas loin et cetera. En fait, comment dire? C'est comme dans un match, sportif quand tu as les remplaçants qui sont sur le banc de touche, ils sont concentrés parce que quand ils vont entrer, en jeu, il va falloir se donner à fond. Bah, là, c'est exactement la même chose. Donc le pilote de drone kamikaze et l'artificier, et Mmh mh. l'artificier, lui, il a un rôle, bien particulier. C'est lui qui prépare le drone, et qui, prépare les charges explosives. Et son rôle à lui, c'est pas de piloter, il touche pas à la manette, bien qu'il soit capable de le faire, puisqu'ils ont tous une formation quand même de base qui leur permet d'utiliser le drone, enfin, en gros, les 2 drones sans problème. Mais l'artificier, lui, il doit sélectionner les charges en fonction de la cible, il doit préparer les charges et il doit fixer les charges au drone et s'assurer qu'une fois que le drone est en l'air, la charge va pas se décrocher et cetera. Mmh mh, Donc mmh mh. une unité de dronistes, type tranchée vraiment de base, je dis de base alors qu'ils sont hyper qualifiés et que je t'ai dit, Oui, bien sûr, mais tu veux dire c'est standard, vraiment sur des virtuoses, ouais. c'est 3 personnes. Mmh mh. Voilà, 3 personnes. Et 3 personnes qui travaillent
la principale contrainte pour eux, en dehors du fait de se faire repérer et cetera, c'est la météo. Parce Bien sûr. que, la météo conditionne, les conditions de vol, enfin un impact sur les conditions de vol, qui sont pas les mêmes en fonction de la température, de s'il pleut, s'il neige, s'il y a la canicule et Mmh. des charges qui sont employées. Voilà, tout ça, ils sont extrêmement dépendants des conditions, atmosphériques, pour pouvoir travailler. Bah, une question que je voulais te poser là-dessus, c'est que comme tu le vois au Mexique, les dronistes sont arrivés dans l'espace civil, les dronistes de guerre je parle, hein, donc avec les cartels, les narcotrafiquants et le narcoterrorisme. Parce qu'on oublie que narcotrafiquant égale narcoterrorisme, hein, le vol de la Vianca et cetera avec Pablo Escobar, où la bombe avait été faite par des mecs de l'ETA basque. Donc on avait les meilleurs artificiers au monde, quoi. Et en fait, aujourd'hui, la question qu'on doit te poser, c'est, qu'est-ce qui va se passer le jour où tu vas avoir du droniste, en banlieue, du droniste, pour de la manifestation violente. Si demain, je sais pas moi, tu as la DZ Mafia à Marseille qui décide de péter un câble et pas seulement de protéger des points de deal, mais de, s'attaquer directement à l'État, au pouvoir public, aux préfectures, aux comicos, aux commissariats, avec du drone. On est à Ah poil, on est beh, d'accord? oui, parce que, sur le champ de bataille, ce qu'on a vu par exemple, c'est que tu as des capacités de brouillage des 2 côtés, Ouais, qui sont sans très pour en avancés. reparler, qui sont tellement énormes et en fait les conditions parce que le drone en fait on dit que ça change la guerre. Oui, ça change la guerre, mais en réalité, c'est pas du tout une science exacte et l'utilisation pratique des drones sur un terrain de guerre, compte tenu de la densité de drones en vol, des conditions techniques et cetera, en fait, c'est assez difficile d'utiliser les drones et c'est pas du tout, on est très loin des 100 de réussite. Ça, on pourrait y Ouais. revenir si tu veux. Ouais, Mais oui, volontiers. en fait, ce que nous apprend cette guerre, c'est que, dans des conditions normales, c'est-à-dire, sans zone, bénéficiant d'un brouillage, spécifique et ad hoc, en fait, un apprenti terroriste qui récupère une tête de roquette, RPG, qui comprend comment la fixer et cetera. Bien sûr, c'est bien évidemment, je crois que j'espère les services compétents travaillent sur la problématique. C'est bien évidemment, heu, comment dire? C'est le terrorisme 2.0 quoi. C'est Mmh. évident qu'il est plus facile maintenant d'utiliser un drone, d'ailleurs ne serait-ce que pour, commettre des cambriolages. Et puis Aujourd'hui, tu tu achètes as un drone dans le commerce, ouais. tu vas dans la campagne, les gens repèrent des propriétés et cetera. Tu utilises un drone pour repérer si les gens sont là parce que le mur d'enceinte, permet pas de voir et cetera. Tu envoies un drone, tu regardes, mais évidemment que ça change bien au-delà de la Mmh. guerre. Ça change le visage du terrorisme, malheureusement peut-être demain, mais aussi de la criminalité, Bah, du crime organisé. plus On va simple, le oui. dire très clairement, là déjà, ça peut livrer des téléphones par drone dans les prisons. Ça y Mmh, est. OK, et pas que des téléphones. Ça peut livrer des trucs par drone dans les prisons, la nuit, oui. à la fenêtre et cetera. Donc, des gens qui ont des moyens, qui ont suffisamment de cash disponible, ils peuvent te saturer, les baumettes ou la santé de drones. Aujourd'hui, tu as des tutos, sur internet, tu peux faire du trinitrotoluène, directement, tu vois? Je rappelle que le trinitrotoluène, le TNT, c'était un pigment jaune au départ, hein. Donc c'est pas le truc le plus dur à synthétiser non plus. Et les pouvoirs publics sont complètement aux fraises pour l'instant, vis-à-vis de ce genre de situation. Donc, des gars qui seraient déter et qui voudraient monter sur une préfecture à coups de drone ou sur une prison ou que sais-je, autre symbole du pouvoir ou faire des trucs beaucoup plus graves, saboter des ponts et cetera. En l'état, on n'a tellement pas pris la mesure de ce qui est en train de se passer en Ukraine, que demain, allez, je sais pas, tu auras du droniste ukrainien qui sera, désaffecté en quelque sorte, parce que la guerre aura évidemment été perdue. Et ben, il pourra vendre ses services, à du cartel, à des narcoterroristes, dans les Balkans, en Italie, n'importe où. Et si demain tu as des indépendantistes ou des terros ou des groupes de crimes organisés, tu te rappelles des évasions de la prison de Fresnes, en hélicoptère? Bah, si on est capable de faire une évasion de la prison de Fresnes en hélicoptère, crois-moi bien qu'un type qui a envie de payer 15 drones en cash, pour aller, balancer des pains de TNT sur la prison à coups de drone, il peut le faire aussi, quoi. Donc il serait peut-être le temps que les pouvoirs publics français comprennent l'ampleur de cette situation et le changement de paradigme complet auquel on est en train d'assister.